Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Comme de nombreux secteurs, celui du bâtiment doit faire des efforts pour être plus responsable et respectueux de l'environnement. L'éco-construction est justement une piste très intéressante où tous les corps de métier du bâtiment pourraient se former. Pour en parler, j'ai reçu Maxime Dagneau, le coordinateur du pôle Animation Développement et référent Pays de la Loire d'Ecobat. Bonjour Maxime. Bonjour Yves. Alors ma première question est très simple, c'est quoi Ecobat ? Ecobat, c'est le réseau de l'éco-construction solidaire, donc qui vise à structurer, développer, animer un réseau de professionnels qui vont être amenés à faire ensemble des bâtiments les plus performants possibles, donc d'un point de vue environnemental et également d'un point de vue social, puisqu'il y a un lien fort notamment avec les structures d'insertion par l'activité économique. D'accord, alors justement, donc vous êtes référent, coordinateur du pôle animation et développement et donc référent Pays de la Loire. En quoi consiste votre métier, Maxime ? Mon métier se découpe en deux phases. La première, ce qui se passe en Pays de la Loire, c'est vraiment d'animer notre réseau de professionnels. Donc c'est pas loin de 200 entreprises sur la région, structurés dans plein de petits groupes locaux, un petit peu partout sur les territoires. Donc le travail, c'est de les animer, les réunir régulièrement, faire en sorte qu'ils se connaissent, et puis faire en sorte qu'ils obtiennent des chantiers en commun. Donc également une notion aussi de visibilité pour faire connaître le réseau et l'éco-construction solidaire. Et puis à l'échelle nationale, vu qu'on est présent sur d'autres régions, l'idée c'est de venir en soutien, en appui des collègues qui sont eux-mêmes sur leur propre région à animer leur propre groupe et réseau localement. D'accord, et donc là en Pays de Loire, il y a combien de groupes locaux qui existent ? On en compte une dizaine de groupes locaux répartis sur quasiment tous les départements et également des groupes plutôt par thématique de métier. On va retrouver aussi des fabricants de solutions d'éco-construction, tout ce qui va être matériaux, enduits. Et puis on va retrouver tous les acteurs qui font aussi ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et qui peuvent faire de l'accompagnement sur de l'ingénierie en amont des projets pour aider les maîtrises d'ouvrage à s'orienter et à aller vers de l'éco-construction solidaire. D'accord, et donc fédérer tous ces acteurs-là, l'idée c'est en fait vous prenez un peu votre bâton de pèlerin et vous toquez à la porte des gens. Comment ça se passe ? Vous faites des réunions d'information ? Comment ça se passe concrètement ? Alors vis-à-vis des professionnels, c'est plutôt nos adhérents eux-mêmes qui prennent leur bâton de pèlerin puisqu'on fonctionne sur le schéma de la cooptation. Donc c'est systématiquement les adhérents en place qui invitent et cooptent des nouveaux membres ou qui les rencontrent pour leur donner aussi envie de rejoindre l'équipe, le réseau. Et puis par contre, il y a effectivement le bâton de pèlerin à prendre pour aller toucher le plus en plus de maîtres d'ouvrage, que ce soit public ou privé, pour leur donner envie de faire de l'éco-construction solidaire. Et une fois qu'ils ont envie de le faire, leur donner des solutions. Donc nous, on est là pour structurer l'offre de professionnels et répondre aux besoins de maîtres d'ouvrage qui veulent construire ou rénover avec notamment une performance environnementale, des matériaux biosourcés. Est-ce que vous rencontrez justement des freins pour fédérer tous ces acteurs ou justement aujourd'hui on est tellement au courant de ce qui se passe au niveau environnemental qu'il y a moins besoin d'avoir d'arguments ? Alors il y a peut-être un peu moins besoin d'arguments qu'il y a quelques années. Maintenant, il y a tellement d'informations, tellement de choses possibles qu'il faut aider et structurer un accompagnement à toutes les échelles. C'est pas que les entreprises et les artisans, il y a aussi tous les architectes, les bureaux d'études. Il faut que tout ce monde-là soit un peu sur les mêmes thématiques, les mêmes longueurs d'onde. Et qu'on arrive à montrer aux maîtres d'ouvrage que malgré des sujets qui sont des fois un peu moins présents dans le bâtiment, il y a des solutions et que les freins qui vont rester, qui sont de l'ordre des fois réglementaire, juridique ou par pure méconnaissance, on peut assez facilement les lever en s'y prenant tôt dans le projet et en étant bien aiguillé. Donc on arrive à lever globalement ces freins. Après, le plus gros frein qu'on a à l'heure actuelle, c'est vis-à-vis des professionnels du bâtiment qui sont, eux, surchargés de travail. Et ils sont en difficulté des fois individuellement pour gérer leur propre planning et activité. Il faut réussir à leur prendre un tout petit peu de temps pour leur amener une démarche collective de se structurer à plusieurs entreprises pour faire des chantiers performants. Et est-ce qu'il y a des grosses structures qui sont adhérentes ? Je pense notamment à des Bouygues, des Briand, ce genre de structures, ou est-ce que c'est encore des petits ?
On est globalement sur des petits. On va de 1 salarié. Le plus gros adhérent fait 250 salariés. On n'a pas des majors du bâtiment, tout simplement puisque eux se suffisent presque à eux-mêmes en termes de structuration, d'organisation. Ils ont leur système de recherche et développement, leur système commercial, leur système de formation en interne. Ils sont capables de gérer tout type de travaux. Et puis c'est pas ceux qu'on voit le plus aujourd'hui sur l'éco-construction. Ils y viennent petit à petit parce qu'on voit de plus en plus de gros projets sortir aussi. Mais ils y ont leur place. Voilà, nous on est plutôt là pour aider les plus petites entreprises à se réunir, se regrouper, mutualiser les efforts et puis rendre des chantiers sereins aussi, puisqu'un artisan qui court partout, il a aussi besoin de trouver des partenaires avec qui vont pouvoir faire des chantiers qui se passent le mieux possible. Voilà. Et j'imagine qu'ils répondent à des appels d'offres aussi en commun, vous les aidez pour faire ce type de travail ? Alors, on peut les accompagner. Il y a un enjeu, effectivement, à accompagner aussi la montée en compétences, la structuration de nos adhérents. On ne pourra jamais forcer quelqu'un qui n'a pas envie à le faire, puisqu'il leur faut notamment du temps, de la structuration administrative. Mais maintenant qu'on voit pas mal de projets en maîtrise d'ouvrage public venir sur des sujets de rénovation, de bâtis anciens, de matériaux biosourcés, il y a aussi l'idée de pouvoir répondre à ces types de projets et donc d'inciter nos adhérents à se pencher sur les marchés publics et là oui les accompagner, les aider, les mettre en relation avec des structures qui savent déjà faire ou qui sont spécialisées de l'accompagnement justement pour qu'ils aillent sur ces types de marchés aussi. Et est-ce qu'il reste vraiment beaucoup de chemin à faire pour évangéliser un peu l'éco-construction ? Oui, je sais pas si c'est le plus dur à faire ou à venir, mais globalement, on constate que l'éco-construction, ça représente entre 5 et 10% du marché dans le BTP aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de boulot pour faire sortir tous les projets en éco-construction solidaire. Ça tend à s'améliorer, mais il y a encore beaucoup d'habitudes à changer dans le bâtiment. Et donc nous, on a pris le parti de le faire en faisant un projet, en montrant que ça fonctionne, en donnant envie à d'autres de faire. Et puis petit à petit de voir que les tailles de projets en éco-construction évoluent. On est capable maintenant, on voit sortir des projets en paille, notamment sur des lycées. Donc si on est capable de construire un lycée en paille, on doit pouvoir construire tout un tas d'autres choses. Mais il reste du chemin à parcourir pour convaincre les maîtrises d'ouvrage d'aller vers de l'éco-construction, de la dynamique locale aussi. Et puis il reste du chemin à parcourir pour former les professionnels et faire évoluer leurs pratiques à ces nouvelles demandes et à ces nouvelles techniques de construction. Oui, et donc justement, est-ce que l'éco-construction, on peut en faire aussi en faisant de la rénovation de bâtiments, ou c'est forcément sur des projets nouveaux de construction ? On peut largement en faire en rénovation, c'est même le premier axe d'éco-construction, c'est de pas construire et plutôt d'utiliser ce qui existe déjà. Donc il y a un gros sujet sur la rénovation, notamment rénovation énergétique et avec également des enjeux de complexité de bâtiments. On part de patrimoines qui sont existants, plus ou moins anciens, plus ou moins fragiles et à rénover de la meilleure des manières possibles avec les matériaux qui sont adaptés, respectueux, qui vont pas venir dégrader le bâtiment. Et donc là, c'est une chance pour les matériaux biosourcés, c'est que techniquement, ils sont très adaptés au sujet notamment du bâti ancien, de l'amélioration du confort estival, entre autres, pour éviter les surchauffes. Donc oui, nous, la très grosse partie de l'activité, elle se fait aujourd'hui sur des thématiques de rénovation. D'accord. Alors vous parliez justement de lycées faits en paille. J'allais vous poser la question de est-ce que vous avez des exemples sur le territoire qui sont vraiment... comme des figures de proue de l'éco-conception, enfin de l'éco-construction. Il y en a tout un tas de bâtiments différents. Localement, on a un exemple qu'on cite assez souvent, c'est du côté de Châteauneuf-sur-Sarthe, avec une maison de santé qui a été livrée en 2018 et qui a obtenu tout un tas de prix différents. Prix de la construction bois, prix de l'architecture, prix de l'insertion sociale. Et ces prix-là, ils n'ont pas été attribués par Ecobat, mais bien par des organismes extérieurs, donc ça prouve que c'est des bâtiments d'éco-construction solidaires. Il y a plusieurs bâtiments en paille, en Maine-et-Loire, et qui sont même en construction. Donc il y en a un qui a été construit à Vivy, la mairie qui est en paille. Là, il y a plusieurs projets qui sont dans les tuyaux, en phase chantier, sur de la paille, sur de l'utilisation du chanvre aussi également. Et puis on commence à voir des choses autour de la terre crue.
Voilà, donc il y a plusieurs projets qui existent localement et puis après tout un tas de maisons, puisque le gros du marché jusqu'à présent se faisait sur de la maison individuelle. Donc il en existe plusieurs références, oui. D'accord. Alors, quand on pense à la paille ou justement la terre crue, moi ça me fait tout penser aux maisons avec de la chaux ou ce genre de choses comme ça se faisait au Moyen-Âge. Est-ce qu'on peut dire qu'on revient un peu sur des techniques moyenâgeuses pour faire de l'éco-construction? On revient à des techniques ancestrales qui consistaient à utiliser des matériaux locaux et faiblement transformés. Mais on les fait quand même à la sauce 2023 puisqu'il y a les réglementations, il y a les assureurs qui sont derrière, donc il faut quand même respecter des normes tout simplement. Et on voit que ces filières de matériaux, elles se structurent puisqu'elles définissent maintenant des règles professionnelles qui permettent d'une part de se former, d'attester qu'on a les compétences et de pouvoir ensuite être assuré en décennale du côté de l'entreprise mais également du côté du concepteur, l'architecte, bureau d'études. Donc voilà, on revient à des techniques traditionnelles, mais on les met quand même dans un cadre réglementaire assez exigeant en France. Et alors moi, encore une fois, quand on parle de paille, je peux pas m'empêcher de penser aux 3 petits cochons et à la maison en paille qui quand on souffle dessus, s'envole. Comment aujourd'hui on peut dire qu'une construction est faite en paille finalement? Alors, elle est, pour être très précis, isolée en paille. En fait, elle est quand même construite en bois pour la plupart du temps. Donc, c'est un système d'ossature bois qui est construit. Et l'ossature est remplie en bottes de paille. Ensuite, c'est des bottes de paille qui sont calibrées pour la construction. Donc, avec une densité, une taille bien précise, définie par les règles professionnelles. Et je peux vous assurer qu'elles ne s'envolent pas, elles ne brûlent même pas. Elles sont tellement denses qu'elles ne peuvent pas brûler. Elles n'attirent pas non plus les rongeurs. Et elles sont encapsulées dans un système de murs. Donc on va retrouver des enduits, des bardages dessus qui viennent protéger l'isolant. D'accord. Et justement, ces différents matériaux, donc vous dites qu'ils sont biosourcés. Donc c'est-à-dire que c'est forcément du matériau qui est local, français, ou on peut quand même, il y a certains matériaux qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur en Europe, voire même dans des pays étrangers sur d'autres continents. Alors déjà le thème biosourcé, c'est qu'il va plutôt venir de fibres végétales. Voilà, donc ça c'est la première définition. On va aussi avoir les matériaux géosourcés, donc plutôt issus du sol. Là, on va retrouver la terre crue, la chaux, la pierre. Et après, on tend à voir des choses se développer en local. Il y a un producteur de bottes de paille dans le Maine-et-Loire, donc c'est vraiment du très local. On retrouve aussi beaucoup de chanvre ici. La terre, elle provient souvent des terres très proches du site. Maintenant, il y a des unités un peu plus industrielles de transformation, d'isolation, notamment de fibres de bois, de laine de chanvre, de laine de coton, qui sont basées en France. Donc on reste sur des productions nationales. Et après, on s'approvisionne notamment en liège, puisqu'on arrive à isoler aussi avec du liège, plutôt au Portugal. Donc là, on est sur de l'européen. Donc sur ces systèmes d'isolation, globalement, on peut trouver du local ou européen. Ok. Au niveau des vieux bâtiments, je dirais plutôt tout ce qui va être monument historique. Là, on est plutôt sur faire appel sur les techniques ancestrales au niveau des sculpteurs, ou est-ce qu'on va aussi rajouter, donc on parlait tout à l'heure un peu de rajouter de la modernité aussi dans l'isolation. Comment ça peut se passer? Alors ça dépend des bâtiments et des besoins, mais c'est sûr qu'on fait en sorte de conserver l'aspect extérieur. Donc on a tout un enjeu à avoir des entreprises qui maîtrisent les sujets du patrimoine autour de la taille de pierre, autour de la couverture, de la charpente. Et l'enjeu, c'est par contre de les amener à une amélioration quand même, notamment énergétique, et donc de trouver les techniques d'isolation qui vont plutôt se mettre côté intérieur pour pas se voir, ou en extérieur avec une reconstitution. Enfin voilà, il y a des choses qui existent là-dessus, mais de trouver le moyen d'améliorer la performance sans dégrader la qualité du patrimoine. Et c'est vrai aussi pour une maison ancienne, il faut pas dégrader. On a des matériaux qui peuvent être sensibles, notamment à tout ce qui est humidité, vapeur d'eau. Et donc il y a un enjeu à correctement rénover en isolant, en traitant
les bonnes étanchéités pour pas venir dégrader ça, et conserver aussi l'aspect patrimonial, donc il peut être reconstitué par-dessus de l'isolation. Et au niveau donc parce que donc Ecobat, on est sur quelque chose de national avec donc localement régionalement, je dirais, différents réseaux. Est-ce que vous travaillez entre vous quand même, sur différents projets? Ah oui, on essaye d'avoir vraiment beaucoup de transversalité, nous entre collègues de différentes régions, mais également de tisser du lien entre des adhérents qui peuvent être éloignés géographiquement, mais qui vont avoir des problématiques communes ou des envies de répondre à des projets en commun. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille, et surtout, on s'attelle à ce que l'expérience qui est emmagasinée depuis la création d'Ecobat en 2010, notamment sur la structuration des groupes, le montage des projets collectifs, servent à tous les nouveaux qui rejoignent le réseau, les nouveaux groupes qui se créent, les nouvelles régions qui s'enclenchent. Donc il y a un vrai croisement au sein du réseau pour qu'il y ait du partage d'expériences de fonctionnement sur des compétences techniques, et on travaille énormément la thématique de la formation, où justement un formateur peut être amené à aller diffuser les bonnes pratiques un peu plus loin de chez lui, mais au sein du réseau. Et alors justement Ecobat, donc ça s'écrit ECHOBAT. J'imagine qu'on a le jeu de mots avec le côté faire l'écho de l'écologie ou de l'éco-construction dans le bâtiment, non? C'est à peu près ça? C'est tout à fait ça, et d'y mettre aussi en écho le volet développement local et lien avec les personnes éloignées de l'emploi. Donc qu'on puisse faire écho entre construire ou rénover durablement, et en plus de ça, intégrer des personnes, les former et peut-être les ramener dans le milieu du bâtiment qui en plus a des grands besoins de main-d'œuvre. Voilà, donc c'est effectivement faire écho à tout ça, et toujours le faire dans une démarche où c'est les acteurs d'un même territoire qui se réunissent et qui travaillent sur des projets, et il n'est pas question de les faire travailler loin de chez eux. L'idée, c'est vraiment que ce soit aussi sur un cadre de développement local, quoi. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu écologique, éco-responsable, etc.? On va le souhaiter. Alors du côté de la maîtrise d'ouvrage, on le voit, beaucoup de jeunes maintenant qui achètent leur première maison, qui veulent faire construire leur première maison, ont envie qu'elle soit performante et confortable. C'est pas encore le cas de tout le monde, mais on voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur ce sujet-là. Donc on sent cette dynamique avec des gens qui sont beaucoup plus sensibilisés, formés, voilà, qui viennent en disant moi je veux une maison où il n'y aura pas de chauffage, je veux une maison en paille, je veux une maison très performante. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Et sur les professionnels, on le voit à deux niveaux. Effectivement, des jeunes chefs d'entreprise qui ont envie d'aligner les valeurs de leur entreprise avec leurs valeurs personnelles, et donc de bien travailler à l'échelle environnementale de leur impact. Et puis, on commence à voir émerger des choses du côté des apprentis du bâtiment, où on est amené à intervenir régulièrement pour venir proposer des modules de formation à l'éco-construction dans les cursus classiques. Alors, c'est encore minime, mais ça commence, voilà, en se disant qu'en sensibilisant même les apprentis, on forme les artisans de demain. Complètement, c'est une des premières choses à faire, effectivement, essayer de former dès le plus jeune âge. Au niveau est-ce qu'on peut dire que les préfabriqués, parce qu'on entend aussi pas mal de construction faite en préfabriqué, est-ce qu'on peut faire de l'éco-construction préfabriquée? Ah oui, ça s'y prête très très bien, où on a cette capacité, notamment autour de la construction bois, à fabriquer des murs qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de long, et qui sont même des fois remplis d'isolants en atelier, qui ont parfois même certains niveaux de finition, ce qui permet de ne gérer que le transport et le levage sur chantier. Donc on peut voir des maisons se construire en moins d'une journée, ça peut arriver. Alors il y a eu plusieurs mois de préparation en atelier en amont, mais c'est des solutions aujourd'hui qui permettent un meilleur confort, notamment pour les ouvriers. Ils sont à hauteur d'homme, ils sont souvent à l'abri, au chaud. On réduit les problématiques de chantier, donc approvisionnement, délai, risque d'intempéries, puisque tout est fait en atelier. Et grâce à tout ça, on vient aussi optimiser des coûts de construction et pouvoir réussir à monter sur des échelles un peu plus importantes en termes de projet. Donc voilà, des plus grands bâtiments, des immeubles de logement, grâce à ces systèmes de préfabrication où tout est assemblé en kit sur chantier.
Donc là, j'imagine que vous continuez à chercher toujours et encore des adhérents, vous faites des réunions d'information. Est-ce que ça vous arrive que des particuliers même viennent vous voir avant même d'aller pour essayer de trouver des professionnels en fait du bâtiment ? Alors sur le volet professionnel, on fait pas de réunions ouvertes nous qu'on organise nous-mêmes. On a les réunions très régulières des groupes locaux où là, une entreprise du territoire qui s'intéresse au sujet peut largement venir participer, rencontrer un peu les membres, voir ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, et puis adhérer si elle en a envie. Et puis si ça se passe bien avec les autres, puisqu'il y a quand même un enjeu de bien s'entendre pour faire du collectif. On est de plus en plus interpellé par des collectivités locales pour intervenir dans leurs propres événements, sous forme de salons, conférences. Donc c'est aussi un moyen de toucher des professionnels. Et puis le grand public, lui, peut pas adhérer à l'association. Par contre, peut effectivement nous solliciter. Ça arrive très régulièrement que des porteurs de projets appellent avec un projet de rénovation et puis l'envie, le besoin d'être mis en relation avec des professionnels. Avec nous, deux grands intérêts, c'est qu'on a des professionnels sur tous les métiers. Donc en un coup de fil, on peut avoir toute une équipe d'artisans ou presque, alors que en le faisant soi-même, c'est des fois un peu compliqué de relancer, d'obtenir plusieurs devis. Puis des professionnels qui vont normalement se coordonner et bien s'entendre, donc le chantier doit aussi se passer correctement. Et puis on a des professionnels, nous, qui sont complètement sensibilisés et formés aux thématiques des matériaux biosourcés, donc les maîtres d'ouvrage qui sont en recherche de ces solutions. Nous, on sait qu'on a les artisans, les entreprises qui sont formés sur ces sujets-là. Et est-ce qu'il y a pour la rentrée, là, est-ce qu'il y a des actualités par rapport à Ecobat Pays de la Loire ou qui arrivent, ou pour la fin d'année Alors, il y en a très régulièrement, mais là, la grosse actualité, c'est quand même le développement massif de la demande, et donc il y a un enjeu de vraiment structurer l'offre et d'arriver à constituer des groupes un peu partout sur le territoire. C'est vrai qu'on a encore des zones où, malheureusement, si quelqu'un nous appelle, on n'a pas forcément des artisans à lui proposer, donc il y a un enjeu de couvrir l'ensemble du territoire à l'horizon 2024 en Pays de la Loire. Et puis après, la grosse actualité sur le Maine-et-Loire, ce sera début 2024 également. On va organiser donc les journées de l'éco-construction locale et solidaire à Angers les 12 et 13 avril. On a fait une première édition le 5 novembre 2022 qui a très bien fonctionné. Donc là, on la passe sur 2 jours pour toucher aussi bien le grand public le samedi, et puis viser les collectivités, les élus et tout le monde également de la formation, de l'emploi, de l'insertion le vendredi. Donc on fera en 2 temps, notamment pour aussi sensibiliser sur le volet métier, puisque on a des entreprises qui sont quand même en besoin de recrutement en permanence. On a beaucoup de boulot, donc ils ont besoin de renforts. Et on a des métiers aujourd'hui qui s'ouvrent à tout le monde, avec des entreprises qui se structurent, qui s'organisent, notamment pour accueillir des personnes qui n'ont pas forcément de compétences au départ et qui vont assurer la formation directement en interne dans l'entreprise. Donc on essaye de également sensibiliser au métier de l'éco-construction et espérer développer des vocations là-dessus. En tout cas, rendez-vous est pris, chers auditeurs, auditrices, en avril 2024 pour justement l'éco-construction. Vous retrouverez toutes ces informations, j'imagine, sur le site de Ecobat. En tout cas, merci beaucoup, Maxime, pour cet échange et pour nous donner envie justement d'éco-concevoir son habitat, ou en tout cas que ce soit en rénovation ou en création. Eh bien, merci à vous et bonne journée. Cet épisode de Génération Éco est à présent terminé. Merci pour votre écoute et de partager l'épisode sur les réseaux sociaux, messagerie instantanée ou par email. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcasts, YouTube ou votre plateforme d'écoute favorite. Cela aide Génération Éco à grandir. N'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter via la plateforme Ocha pour recevoir directement dans votre boîte mail les derniers épisodes, ou directement sur le groupe WhatsApp. Le lien est présent sur le site internet generationeco.fr. Si vous souhaitez nous soutenir, merci de vous rendre sur le site web également et à la rubrique Nous soutenir. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Éco. Ce podcast vous a été proposé par Studio Green.